Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre 8e épisode de notre podcast Retour d'XP. Je m'appelle Arthur et je serai l'hôte et animateur de ce 8e épisode. Et avant de commencer, laissez-moi vous rappeler en quelques mots le fonctionnement de notre podcast. À chaque épisode, l'invité du jour prend au hasard un des 2 ou 3 sujets qu'il a lui-même proposés en amont de l'émission. Le but étant ensuite d'avoir un échange sur le sujet en question et en l'abordant sous toutes ses facettes. Et pour ce 8e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Gaël. Bonjour Gaël, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Eh ben ça va super. Qu'est-ce que je suis mal polie, j'ai oublié de dire bonjour. T'inquiète. Ravi de pouvoir t'accueillir voilà, pour ce 8e épisode. Voilà, comment est la vie en ce moment ? Chaotique, mais on fait en sorte de s'en sortir quand même. Ok, et bah moi je sors d'une semaine particulièrement éprouvante. Voilà, j'ai réussi à me reposer suffisamment cette nuit pour garder la forme pour cet enregistrement. Mais du coup, je suis pas encore reposé à 100%, donc si j'ai des petites baisses de régime pendant l'enregistrement, voilà, j'en suis désolé d'avance pour nos auditeurs. Ça sera l'épisode fatigué parce que tu as comme interlocutrice un jeune parent. Donc voilà, la fatigue est présente, mais on va passer outre. Ok. Du coup, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux un peu te présenter en quelques mots ? Je m'appelle Gaëlle, je viens d'avoir 26 ans, j'aime bien dessiner et je sais pas trop comment me présenter. C'est comme tu veux. La plupart du temps, les gens disent ce qu'ils font dans la vie. Il y a aussi le fait que... Alors ça, je ne me demande pas à le préciser, mais je sais pas pourquoi les invités ont spontanément l'envie de parler de leur relation à moi, de comment ils m'ont rencontré. Je sais pas pourquoi, mais ok, et comme tu le sens. Du coup, je suis animatrice AESH, prof de dessin et jeune maman. Et j'ai rencontré Arthur en CPGEPS. Donc, c'est un collègue / ami, mais surtout ami. Ok, très bien. Bah, écoute, très bien comme présentation, très succincte mais efficace, on va dire. Et bah du coup, sans transition, je propose de passer au tirage au sort du sujet du jour. Donc voilà, comme pour tous les précédents invités, tu as une petite pochette. Je sais qu'il y en a qui l'aiment pas trop parce qu'elle est pas hyper pratique. Effectivement, de faire ça d'une seule main alors que tu tiens le micro de l'autre, c'est Ouais, un peu la galère. c'est comme tu le sens, il y en a des fois qui posent le micro, il y en a qui, comme toi, font d'une seule main. Ça dépend. Ça y est, je viens d'attraper l'étiquette. Et le thème sera la créativité. Ok. Et bah écoute, super. La créativité, c'est très large comme thème, mais en même temps, c'est très intéressant. Je pense qu'il y a pas mal d'aspects et trous à discuter autour de cette thématique. Du coup, comme pareil pour tous les précédents épisodes, le temps que je retrouve ma petite trame sur la créativité, est-ce que tu peux un peu nous expliquer en quelques mots pourquoi tu as choisi ce sujet, s'il te plaît ? En fait, j'ai essayé de réfléchir à quel sujet je pouvais tenir au moins 1 heure dessus, parce que j'ai du mal à parler longtemps. Et au moins, je me suis dit que la créativité, vu que c'est une des valeurs principales de ma vie, ça devait être au moins un sujet où je peux tenir longtemps et parler de plein de choses. Et c'est important, quoi. Ok, et bah très bien. Je prends pour le micro. Faut bien que tu fasses. Oui, pardon. Comme ça, t'inquiète, c'est pas très grave. Écoute, petit problème de grésillement sur mon micro, désolé, je suis sûr que ça s'entend pas trop. Bref, on va pouvoir se lancer là-dedans sur cette vaste thématique. Ça, c'est une question que je pose un peu à chaque fois pour commencer, quelle que soit un peu la thématique. C'est un peu quel est ton historique par rapport à cette thématique-là, la créativité. Quels sont un peu tes premiers souvenirs je sais pas comment dire, de personnes. Je me dis que tu considères comme une personne créative, du coup, c'est un peu comment ça a commencé, par quel moyen, par quel support, par quelles influences, on va dire. Voilà. Du coup, je pense que, comme beaucoup de gens créatifs, la créativité, ça commence par l'ennui, que tu sais pas quoi faire, que tu as besoin de t'occuper. Et on a quand même quelque chose de formidable qui s'appelle notre cerveau, qui nous permet de créer des trucs et de ne plus s'ennuyer. Et plus particulièrement, c'est un dimanche après-midi où ma mère prenait du temps pour peindre, que moi je m'ennuyais et je la voyais peindre et je dis tu sais quoi maman, je vais faire pareil. Et je me suis installée à côté d'elle et j'ai essayé de comprendre ce qu'elle faisait et puis après c'est comme ça qu'a commencé ma grande carrière de peintre. T'avais quel âge à ce moment-là ? 7 ou 8 ans.
quelque chose comme ça. On venait d'emménager dans notre nouvel appartement près des bords de l'Erdre. Donc ouais, je pense que je devais avoir 8 ans. Ok. Du coup, pour poursuivre un peu là-dessus, c'est quoi un peu tes supports de création que tu as commencé à utiliser, quelle est un peu l'évolution des supports que tu as pu utiliser au fur et à mesure? Mm. Du coup, c'est principalement du dessin avec une feuille, un crayon et parfois feutre, crayon de couleur ou peinture. Maintenant que j'y pense, ma mère m'a énormément influencée là-dessus. Elle nous occupait beaucoup avec des loisirs créatifs. Donc pendant mon enfance, j'ai dû me pencher sur une bonne dizaine de loisirs créatifs différents. Ça peut être de la pâte fimo, de l'argile, du tressage de perles en fil de fer, des bracelets brésiliens, du tricot. La liste est encore très longue, mais ça se trouve, tu auras peut-être d'autres questions pour détailler. Non, ça fait déjà pas mal, effectivement. Oui. Puis quand on organisait des anniversaires, elle faisait forcément une activité créative. Je me souviens une fois où c'était un thème plus carnaval et on avait fabriqué nos propres masques. Et c'était trop bien. Mhm. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des trucs que tu as gardés depuis toujours, que tu continues à faire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des trucs que tu as un peu, un peu abandonné, entre guillemets, en cours de route parce que tu t'es rendu compte que ça te plaisait moins? Genre, entre tes débuts et maintenant aujourd'hui, comment ça se passe? Effectivement, il y a malheureusement des loisirs qui sont un peu passés à la trappe. Par manque de temps et aussi par manque de budget, parce que oui, c'est un sacré coût quand même de acheter des boîtes de perles immenses pour faire des animaux en perles tressées. Disons que le loisir principal, ça a été le dessin, qui est resté, avec la peinture. Et dès que j'ai l'occasion de pouvoir faire un autre loisir, je suis contente de pouvoir m'accorder ça. Ça peut être du coup l'argile qui revient un petit peu. Et puis, qu'est-ce que j'aimerais beaucoup reprendre le tricot ou la couture, mais ça, malheureusement, j'ai pas le temps ni le budget. Ouais, effectivement, c'est pas toujours évident de réussir à naviguer un peu entre toutes ces choses-là, de trouver effectivement le bon équilibre entre du temps à consacrer à chacun de ces trucs-là, le budget et tout. Donc ouais, je peux comprendre que ça soit pas facile. Ça y est, j'avais une question en tête et j'ai commencé à l'oublier. Ah, mince. Mince, oui, si, pardon, c'est bon, ça, je viens de me rappeler. Sur justement l'aspect de la créativité en général, le fait de faire plein de choses différentes, est-ce que pour apprendre ces choses-là, est-ce que tu es plutôt du genre à suivre des cours avec des professionnels, en tout cas des personnes qui s'y connaissent bien, ou plutôt du genre autodidacte à découvrir, te former par toi-même? C'est un peu la truc que tu préfères? Mm. Généralement, j'arrive à essayer à apprendre par moi-même. On a quand même la chance d'avoir Internet où on a plein de vidéos différentes pour expliquer comment faire. Surtout quand on comprend bien l'anglais aussi, généralement il y a plus de choix dans les vidéos anglaises pour les tutoriels. Tutoriels, Je saurais pas dire non plus. Voilà, je pense qu'on comprend quand même. Donc, oui, voilà. on se posera cette question à un autre moment. En fait, très souvent, je vais me renseigner par moi-même, je vais essayer de mon côté, et si j'ai un doute, je prends un stage où j'essaye de participer à une animation qui fait de la vulgarisation sur ce loisir en question. Ou quand c'est vraiment très spécifique, je prends un stage d'office. Par exemple, le cyanotype, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Le cyanotype, pour ceux qui ne connaissent pas, oui, c'est une technique ancestrale de photographie où on mélange deux produits chimiques qui réagissent à la lumière pour faire une jolie couleur bleue. Et ça servait notamment à l'époque pour faire ce qu'on appelle des blueprints, enfin des plans de construction. Et ça a surtout servi pour conserver des plantes qui ne tenaient pas en étant séchées, notamment des algues. Et il y a la superbe Anna Atkins, qui est une des premières femmes scientifiques herboristes, qui a permis de
cataloguer toutes ces algues pour la science. Merci Anna. Et voilà, merci Anna. Pour continuer, aujourd'hui, quelle place prend la créativité dans ton quotidien? Est-ce que c'est quelque chose, le fait de créer quelque chose, c'est quelque chose qui est pour toi quotidien, hebdomadaire? Quelle fréquence, quel rythme tu as besoin de créer pour, pour t'épanouir ou pour voilà, te faire plaisir ou quoi? Comment tu fonctionnes, quoi? Je dis souvent à mes élèves au cours de dessin qu'une journée où on se salit pas les mains, c'est pas une bonne journée. Donc il faut absolument prendre le temps, ne serait-ce 5 minutes, de gribouiller quelque chose sur une feuille pour être bien. Donc c'est vrai que pour moi c'est essentiel de pouvoir créer au quotidien. Après, entre le travail, les tâches à faire à la maison et après maintenant l'arrivée d'un petit bout de chou, le temps pour créer est de plus en plus restreint, mais jusqu'ici j'ai encore réussi à garder le rythme pour me faire plaisir et créer. Mais en fait ce qui compte c'est pas tant la qualité de ce qu'on fait ou le temps qu'on y passe, c'est juste de s'être juste donné le temps, 5 minutes, pour faire un truc, et c'est cool. Ouais, ça, je réfléchis à moi comment je fonctionne. Alors moi, j'ai pas forcément les mêmes supports de création que toi, mais je sais pas. J'avoue que je me pose même pas la question. Pour moi, c'est naturel de créer et je peux passer des journées entières à créer. Genre par exemple hier, j'étais en tournage pour le Vlip. J'ai passé la journée à faire un tournage en tant que réalisateur, du coup à diriger et tout. Donc voilà. Puis des fois, il y a des journées où pas forcément d'envie particulière. Et du coup, je ne crée rien, mais voilà, j'ai envie de dire, moi j'ai un rythme un peu anarchique là-dessus, mais en fin de compte, j'arrive à trouver un peu mon équilibre. Et je pense aussi que c'est une chose importante de trouver son équilibre et aussi avoir du plaisir aussi à créer, parce que je vais pas me mentir, moi des fois je m'oblige à faire des trucs alors que je le sens pas forcément ou je suis pas forcément dans les meilleures conditions. Du coup aussi c'est bien d'être dans les meilleures conditions. Voilà. D'ailleurs, c'est un truc qu'on va aborder un petit peu plus tard, mais je te poserai la question. Pour poursuivre, un peu tout support confondu, c'est quoi un peu tes inspirations dans ton processus de création? Est-ce que tu te bases beaucoup sur, je sais pas, je donne des exemples au hasard, mais sur je sais pas, le genre humain, les autres humains, sur qu'est-ce qu'ils font, ce qui ressortent, ce qu'ils dégagent? Est-ce que c'est plus la nature, les animaux, les plantes, des objets inanimés? Je sais pas, c'est quoi un peu qui t'influence le plus quand tu crées, quoi? C'est dur à répondre parce que c'est très vaste. Là, je dirais par exemple que ce qui m'inspire ces derniers temps, tiens, je vais plus me concentrer sur 2 projets que j'ai en ce moment, autour des cyanotypes justement. Ce qui m'inspire, c'est les plantes, c'est l'histoire qu'il y a autour de cette technique. C'est pour ça que j'ai pu ressortir Anna Atkins aussi facilement. C'est qu'en ce moment, j'étudie beaucoup sa vie et son travail. Donc ça va être les plantes, l'histoire, ou en tout cas la fiction aussi, lire beaucoup pour nourrir son propre imaginaire, c'est assez important pour moi. C'est assez marrant que tu aies parlé de ça, de observer les gens. Quand on n'a pas le temps de créer et qu'on a un trou, ne serait-ce que attendre le bus ou faire un long trajet par exemple, observer, ça peut être une bonne source d'inspiration. Ouais. Voilà, je sais pas si t'avais besoin d'autres détails. Non, c'est comme tu le sens. Il y a effectivement, je sais pas. Moi, j'avoue, je dirais, je réfléchis rapidement, mais je pense quand même que moi, mes influences principales, ça reste effectivement beaucoup les livres, films, séries. Je pense que c'est beaucoup ça qui m'a inspiré pour pas mal de projets que je fais. Je pense que c'est ça. Et puis voilà. Puis après, je sais pas, peut-être que plus tard, dans le futur, j'aurai d'autres sources d'inspiration, on va dire, mais ouais, moi c'est plutôt là-dessus que je me base. Pour un peu poursuivre là-dessus, je voulais parler du syndrome de la page blanche. Des fois, tu te retrouves, je veux dire, dans tout l'aspect créatif, il y a des moments où
tu as besoin ou tu as envie de créer, mais les choses ne viennent pas forcément spontanément ou tu galères à trouver l'inspiration. Est-ce que toi tu te retrouves plus ou moins souvent dans ce cas-là et est-ce que tu as je sais pas, des techniques ou des méthodes pour un peu réussir à, à trouver quelque chose à faire quoi. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu ce problème-là, parce que par manque de temps pour créer, j'ai plein d'idées, je les fais une liste dans ma tête, et après, une fois que j'ai enfin le temps, je sais à peu près quoi faire, mais ça m'est arrivé très souvent d'avoir le syndrome de la page blanche, et dans ces cas-là, ce qui est le mieux, pour ma part, c'est de casser le blanc de la page blanche. Donc en dessin, ça va être de faire un premier trait et du coup, mince, il y a un trait, qu'est-ce qu'on va faire avec? Ou une tâche si c'est de la peinture, ou un mot si c'est de l'écriture. J'avoue que j'ai pas testé ça, ça serait très très drôle si jamais tu ne sais pas quoi écrire, de mettre un mot aléatoire et de devoir écrire autour de ça, si ça peut casser la page blanche. Moi, pour ma part, en dessin, si je fais une tâche et que je me dis « Ah tiens, c'est rigolo, ça ressemble à une forme de racine, on va faire un arbre, puis après, autour de cet arbre, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des lucioles, et puis on pourra faire un cerf aussi au loin qui avance dans la forêt, ça serait trop bien. » Et puis voilà, la page est plus blanche. Ouais, réfléchissant, je pense que, en tout cas sur le dessin, même si j'ai moins de vécu que toi, je suis pareil, c'est-à-dire que effectivement des fois c'est vraiment... Je fais un trait comme ça, puis après je fais un autre trait, comme ça. En fin de compte, je finis toujours par faire souvent soit un monstre ou un petit personnage, parce que c'est les trucs que j'aime dessiner le plus. Du coup, spontanément, c'est plus vers ce type de dessin que je fais, mais effectivement, c'est un peu un processus que je fais quand j'ai pas l'inspiration. Et puis, par exemple, pour l'écriture, où là j'ai un peu plus d'expérience, pareil, ça dépend. Là, par exemple, j'écris un livre et du coup, il y a des passages qui. Ils sont très inspirants parce que je sais pas, il y a pas mal d'idées qui fourmillent et du coup ça spontanément les trucs va tout seul. Et puis il y a des passages de mon histoire où je sais que ça va être un peu plus chiant à écrire, à développer et tout, donc ça peut prendre un peu plus de temps. Donc voilà, là j'ai une méthode où en gros j'écris un peu comme ça le premier truc qui me vient, puis après j'affinerai un peu plus tard on va dire. Mais ouais, je trouve que voilà, c'est des bons conseils en tout cas. Donc voilà, merci pour ça. Donc voilà, s'il y a des auditeurs qui veulent s'appuyer sur ça pour aider à résoudre ce syndrome de page blanche, n'hésitez pas à tester en tout cas. Puis faites-nous vos retours en commentaire. Voilà, commentez les vidéos s'il vous plaît. J'ai pas de commentaires. J'en ai un de temps en temps de la personne que j'interviewe qui me dit ouais c'était trop cool. Mais à part ça, n'hésitez pas à poser vos questions, à donner votre avis en commentaire. Voilà, j'en profite de cette petite aparté. On va pouvoir continuer quand même. Pour la question suivante, je voulais en apprendre un peu plus sur ton processus de création. Quelles sont un peu tes conditions idéales pour créer dans quel contexte tu te sens le plus à l'aise? Est-ce que tu as des petits, je sais pas quoi, des petits rituels ou trucs comme ça que tu mets en place pour faciliter, te mettre dans le meilleur mood, la meilleure ambiance pour créer? Comment tu fais? Je range. C'est très bête à dire, mais souvent ce qui me pose problème, c'est le manque de place. Que quand tu crées, notamment en peinture ou en cyanotype, tu as beaucoup besoin de place. Et quand t'as tes affaires du quotidien qui s'entassent, ça bloque un peu créativement. Donc pour pouvoir commencer une session de création, il faut ranger sa table. Ensuite, se faire une tasse de thé, très important. Ça, le thé est un peu comment dire déjà, mon carburant créatif. Donc voilà, une table rangée, une tasse de thé et un petit podcast, un album, une vidéo en fond. Souvent, j'aime bien avoir un petit fond sonore autour de moi pour m'occuper pendant que je crée, même si ça me pose pas de problème non plus de créer dans le silence. C'est juste que ça permet de cumuler de petits trucs. Et voilà, une fois la table rangée, le thé et l'album mis en place, c'est parti. Ok, je pense que je suis un peu similaire aussi, la boisson chaude, moi plus café souvent, mais du thé de temps en temps aussi. Puis ouais, petit truc, souvent un truc un peu musical, c'est sympa. Je voulais poser une question alors qui est un peu plus, un peu plus
enfin les auditeurs n'ont pas forcément la référence. Mhm. Voilà, je suis pas encore allé dans votre chez vous actuel, mais dans l'ancien chez vous, c'était très, j'ose le dire, très encombré. Il y avait Oui. pas mal de trucs un peu partout, pas forcément beaucoup de place de circulation et tout, même si vous vivez qu'à deux. T'arrivais à t'en sortir, à avoir. Est-ce que c'était un cadre idéal, à avoir un appartement encombré pour créer, ou est-ce que tu te sentais plus à l'aise à créer en extérieur? C'est vrai que c'était le bazar, ça l'est toujours, même s'il y a plus de place maintenant dans le nouvel appartement. Souvent, une fois que tu as à peu près un coin de table dégagé, c'est bon. Après, j'avoue que on est 2 personnes chaotiques chez nous, avec un bébé maintenant, donc ça va être encore plus de chaos. Après, c'est du chaos que naît la création. Je dis pas ça parce que j'ai renversé de la peinture sur une facture, mais ce sont des choses qui arrivent des fois. Euh, Après, créer en extérieur, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, mais j'ose pas trop parce que le regard des gens. Mais c'est très bête, par exemple, t'as un collectif à Nantes, même si c'est partout dans le monde, qui s'appelle USK, Urban Sketcher, et ils dessinent dans la rue et ils font des carnets de voyage magnifiques. Ça fait 1 an que je regarde ce qu'ils font, que je me dis il faut vraiment que j'y aille. Sauf que ça me terrifie de aller là-bas et dessiner en extérieur, de voir d'autres dessinateurs qui me voient dessiner en extérieur, de complètement débuter là-dedans et puis de me planter alors que ça fait partie du processus d'apprentissage. Là, c'est marrant, tu parles de. Comment tu t'as dit Urban Sketcher, c'est ça? Ouais. Ouais, bah c'est marrant, on a un projet au VLIP qui a pour thématique les sketchbooks et on pensait les solliciter pour éventuellement faire des interviews et tout. Mhm. Voilà, on va en discuter prochainement, mais voilà, il y a peut-être un projet, il y a sans doute on va dire plutôt dans les mois à venir, un projet du VLIP qui aura cette thématique des carnets de dessin. Voilà, donc voilà, restez, abonnez-vous au réseau du VLIP également pour, pour avoir les infos là-dessus. Toujours pour rester là-dedans, parce que ça me fait penser à quand je parlais de créer en extérieur, je pensais pas forcément à extérieur, Mhm. extérieur, mais est-ce que tu as d'autres endroits, que ce soit plus public ou privé, que tu affectionnes pour la création ou pas, ou c'est vraiment soit chez toi, soit j'allais dire dans la rue, enfin dans l'extérieur tel qu'on l'entend, Mhm. extérieur d'un bâtiment? J'ai jamais fait ça, mais j'aimerais beaucoup faire ça, c'est me poser dans un café et dessiner, parce que je vois beaucoup d'illustratrices qui font des vlogs qui font ça et ça a l'air trop stylé. Sauf que bah, je prends pas le temps de faire ça. Euh, Sinon, je dessine à la bibliothèque. Les rares fois où je me donne le temps d'y aller, j'aime bien faire ça. En plus, il y a plein de livres que tu peux consulter sur place. Donc, si tu te dis, oh bah tiens, j'aimerais trop faire une illustration steampunk, sauf que j'ai pas de référence d'architecture victorienne. Oui, Internet est ton ami, mais sinon, tu peux t'amuser à regarder un bouquin qui a été édité là-dessus et qui a plein de photos que tu retrouveras pas forcément sur Internet. Avec des petites anecdotes, des choses comme ça qui peuvent nourrir ton imaginaire. Et puis après, souvent, tu passes plus de temps à lire qu'à dessiner. C'est un peu le problème de cette technique. Sinon, je me suis inscrite à un cours d'art-thérapie et ça me permet de, au moins, sur une fois par mois, de créer à l'extérieur de chez moi et d'avoir au moins une matinée complètement consacrée à ça. Okay. Et ça fait un bien fou. Ça fonctionne comment ce truc-là en fait? C'est une association qui s'appelle Respire and Love, gérée par Cathy. Coucou Cathy, si tu écoutes, pourquoi pas. Et le but de l'art-thérapie, c'est de créer pour créer. T'as pas forcément un objectif que ce soit beau, que ce soit exposé. Non, le but c'est de, je sais pas, par exemple, mettre une émotion sur une toile, lâcher prise, rentrer en introspection. Et je m'étais inscrite à ce cours-là parce que, en étant prof de dessin, et ben, je me rendais compte que je passais plus de temps à donner du temps aux gens pour créer, et finalement, j'avais plus de temps pour moi. Et donc, du coup, je me suis dit que c'était bien de se le donner, ce temps-là, de nouveau. Ok, bah, très intéressant en tout cas. On va pouvoir passer un peu
Enfin, un autre truc. C'est marrant parce que mes questions, des fois je les imagine, mais je me dis, c'est pas hyper pratique comme question. Tu vas me dire si tu vas réussir à répondre. Qu'est-ce que tu ressors du fait de créer? Comment dire, ça t'apporte au quotidien? Est-ce que ça t'apporte, je sais pas, du bonheur, de la joie, de la tristesse? Je sais pas, on sait jamais. Qu'est-ce que tu ressors du fait de créer? Euh, Il y a plein de trucs qui ressortent quand tu crées. Moi, ce que je cherche surtout quand je crée, c'est cet état un peu méditatif que tu as en faisant des trucs que tu aimes. Enfin, moi, pour ma part, attends, comment ça s'appelait déjà? Est-ce que t'as vu le film Soul de Pixar? Je vois ce que c'est, mais je l'ai pas vu, non. Ouais, il y a un moment en fait où ils sont dans un espace où les gens ils sont dans le flow, où quand ils sont en train de jouer de la musique, en train de lire, en train de créer, et bah ils sont ailleurs dans un espace entre la vie et la mort, un peu métaphysique. Quand j'ai vu ça, je dis ah mais c'est trop ça en fait. Et c'est vraiment un flow. Enfin. Mm. Ah oui, bah, je connais tout à fait ce thème. Effectivement, ça s'applique aussi beaucoup aux sportifs aussi. Oui. C'est vraiment cette espèce d'état de... effectivement, je pense que ça se vit de manière un peu unique, mais de concentration intense sur le truc que tu fais et t'es genre à fond dedans et du coup comme t'es concentré uniquement sur ça, c'est à ce moment-là que tu performes le mieux. Donc c'est pour ça que je dis que ça peut s'appliquer vraiment partout sur les sportifs, les musiciens, les dessinateurs et tout. Et effectivement, enfin, j'avoue que moi, perso, je pense pas le vivre très souvent, mais les rares fois où je le vis, c'est génial, parce que vraiment, t'es à fond dans ton truc, t'as le truc enfin, l'inspiration qui pop de nulle part, paf, tu fais des trucs que t'as jamais fait. Je sais pas si je prends l'exemple du sport, tu fais un geste technique que tu fais jamais d'habitude, mais là, tu sais pas, tu te sens dans les conditions pour le faire et tout. Et c'est très agréable à faire, mais moi, perso, j'ai du mal à le reproduire, puis j'ai du mal à reproduire les conditions dans lesquelles ça se fait. C'est vraiment spontané, c'est pas forcément lié aux conditions. Je sais pas, toi enfin, tu penses le vivre souvent ou occasionnellement ou... Je le vis. Je le vivais souvent, je le vis moins souvent ces derniers temps. Et c'est pas plus mal parce qu'en fait, quand ça m'arrive, je perds complètement la notion du temps. J'oublie de dormir, j'oublie de manger, mon terre refroidit et je suis vraiment un zombie créatif. Et je suis à fond dans Mhm. mon truc et Mhm. du coup, c'est pas très pratique. Mais ça fait un bien fou. Ouais. T'as déjà eu j'ai battu des records de durée de ça? Est-ce que t'as par exemple un truc où, je sais pas, tu rentres là-dedans le matin et tu passes, je sais pas combien, des heures à faire ça? C'était pendant une de mes vacances. Je m'étais levée hyper tôt. J'ai pris mon petit déj. Je me suis posée pour retravailler un projet de bande dessinée que j'avais au lycée, mais que j'ai un peu laissé tomber et que je reprends au moins une fois par an, mais que j'avance pas du tout dessus. Et là, j'avais un nouveau pic de motivation parce que une amie commune à nous, Sacha, avait remis le nez dedans. Et je me suis dit, ok, je vais dépoussiérer cet univers-là, je vais essayer de réfléchir les arcs narratifs des personnages, ci, cela. Et ça devait prendre 5 minutes, le temps de mettre à jour le truc pour Sacha. Mhm. Il était 14h, j'avais pris juste un petit déjeuner et j'avais la tête qui tournait parce que j'étais complètement déshydratée et affamée. Ok. Bah écoute, c'est une expérience assez intense à vivre, je pense. Moi j'avoue, je me rappelle même plus la dernière fois que j'ai vécu ça, donc je n'ai pas forcément d'histoire à raconter là-dessus. Du coup, on pourra passer à la suite. Est-ce que pour toi, la création, comment dire, entre la création seule et à plusieurs, comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que le fait de créer seul, ça permet d'avancer plus vite? Est-ce que le fait de créer à plusieurs, ça permet d'avoir une sorte de motivation, j'arrive plus à trouver le mot, mais une sorte de, 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 de volcan, je sais pas comment dire, de volcan créatif qui bout parce qu'il y a plein de cerveaux ensemble qui fait. Est-ce qu'il y a, voilà, il y a un contexte que tu préfères par rapport à l'autre ou ça dépend des projets, de ce sur quoi tu travailles, je ne sais pas. Ça dépend des projets, effectivement. Si c'est un truc très introspectif, là, c'est
que moi qui crée et personne d'autre ne verra ce que je fais parce que c'est que pour moi. Par exemple, en art-thérapie, c'est très personnel, même si c'est en groupe et que c'est en fait chacun fait son truc dans son coin, mais on est tous réunis par le même objectif de créer pour se faire du bien. Et après, ça fait longtemps que je n'ai pas créé en groupe, mais j'aime beaucoup faire ça parce que en fait, tu fais un ping-pong d'idées avec les gens. Tu te dis ah bah tiens, j'aime tel truc, ah c'est pas mal, mais est-ce que tu pourrais m'en dire plus? Et puis tu en dis plus, et puis ah bah tiens, ça me fait penser à ça, ah mais oui, carrément. Et puis après, tu pars de deux, trois idées, tu les tricotes ensemble et ça fait un truc sympa à la fin. Ce que j'aime beaucoup aussi, même si ça fait longtemps que j'en ai pas fait, c'est des fresques. Et les fresques participatives, c'est chouette parce que tu vois que chacun apporte un petit bout et à la fin, ça fait une mosaïque de trucs différents et peu importe le niveau de chacun. Là, je me souviens de celle que tu avais fait à... c'était quoi, le forum des bénévoles l'année dernière? Ouais. Où j'avais participé, donc c'est pour ça que ça m'avait marqué. Et en vrai, c'était... je trouvais vachement cool. Parce qu'on a pu... Enfin, elle a été finie... Alors, j'allais dire, elle a été finie à temps. C'est toi qui t'es donné un peu plus pour Voilà. qu'elle soit finie à temps. Mais... Exactement, le flow. On oublie de manger, on s'en fiche de l'apéro et du discours de la mairesse. C'est... le plus important là, c'est de finir la fresque. Mais le résultat était très cool. Donc, ok. Et ben, je comprends. Et puis, je suis assez d'accord. Moi, je différencierais même en 3 trucs. Il y a effectivement les moments où moi je crée seul, mais c'est pas mon préféré parce que j'ai tendance à, même si j'aime bien passer du temps seul quand je suis dans un processus créatif, je suis plus inspiré et plus productif quand on est à plusieurs. Et quand je dis à plusieurs, c'est soit l'exemple que tu as donné de, effectivement, on travaille en commun sur un projet, et du coup, effectivement, on s'alimente les uns les autres, et tout. Tu peux avoir, par exemple, une idée, puis quelqu'un va rajouter un truc, effectivement, et tout, on va se compléter, etc. Et puis aussi, simplement, le fait de créer seul, mais être entouré de gens. Tout simplement, c'est parce que j'ai le temps, quand je suis seul, à être dissipé, et du coup, à faire autre chose que je devrais pas forcément à ce moment-là. Et comme il n'y a personne pour me juger, bah, je me laisse un peu aller. Alors que le fait d'être en processus créatif où il y a d'autres gens autour, bah, du coup ça m'incite à me dire faut que je me concentre sur mon truc, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres si je me mets à faire complètement autre chose. D'ailleurs c'est aussi une des raisons la raison pour laquelle j'ai repris les streams de travail, c'est parce qu'au moins il y a un peu l'aspect du stream qui fait que potentiellement il y a des gens qui me regardent et moi j'ai dit aux gens je travaille sur tel truc, et si ils se rendent compte que je travaille pas sur ce truc là, ils vont se dire non, il est pas très, enfin il respecte pas trop ses engagements et tout. Donc aussi ça m'incite à ça. En tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne. Je me sens le plus épanoui. Ça a un nom, mais j'ai oublié, parce que c'est une technique souvent pour les personnes qui ont un trouble de l'attention pour pouvoir travailler. Ouais, mais ça m'étonne pas, effectivement. Tu l'as évoqué un petit peu plus tôt, et on n'en a pas forcément parlé, parce que c'est quand même un aspect important, c'est que tu es toi-même prof déjà de créativité, de dessin du coup pour préciser, depuis pas très longtemps. Ça va faire combien, 2 ans, c'est ça? Ouais, 2 ans. Bientôt. Du coup, sur l'idée justement de la transmission, le fait de comment dire, d'apprendre, mais surtout de développer la créativité du coup des jeunes que tu t'occupes, parce que tu t'occupes de jeunes ados, c'est ça. Comment toi tu t'y prends, on va dire, pour transmettre ça? Est-ce que tu as, comment dire, une méthode assez académique, qui se base sur des trucs assez carrés, on va dire, ou est-ce qu'au contraire tu as plus de souplesse, plus de liberté et tout? Comment toi tu t'y prends pour transmettre tout ça? C'est vrai que je dis que je suis prof de dessin et que je donne des cours de dessin, mais c'est disons très sérieux pour juste dire qu'en fait je donne du temps aux gens pour créer. C'est ce que j'ai déjà dit avant, mais je le redis encore maintenant. C'est pas très académique ce que je propose. Je me dis en plus, le cours a lieu un vendredi soir. Ces pauvres ados, ils ont passé la semaine au collège ou au lycée à faire des devoirs, à suivre des cours, à être attentifs. Ils n'ont pas besoin de moi, un vendredi soir, pour leur dire on va faire aujourd'hui des études de perspective et que ça jusqu'à 19h30. Et si on se dissipe un peu, et punition. Non, pas du tout. C'est pas du tout le programme. Je veux que ce soit un endroit de lâcher prise, de création, qui puisse proposer des trucs sans avoir peur d'être jugé.
Même si maintenant ça s'est beaucoup démocratisé, le manga c'est pas encore un truc respecté par tous. Donc au contraire, j'en dis non mais parlez-moi de vos séries préférées, dessinez ce qui vous fait kiffer, faites des fanarts. Enfin, ça m'est complètement égal. Tout ce qui compte pour moi, c'est que vous prenez du temps pour créer. Et pourquoi pas vous faire des amis parce que vous aimez le même animé. Et du coup, ça donne des moments où des fois on fait plus de blabla que de dessin, ou que ça se dissipe un peu trop. Mais ce qui compte pour moi vraiment, c'est qu'ils aient du temps pour eux en fait, pour ça. Ok. Est-ce qu'il y a comment dire, des créations de tes élèves qui m'ont un peu, qui t'ont marqué et tout, de par je sais pas, soit la qualité de ce qu'ils ont créé, soit la chose en elle-même qu'ils ont créée que tu trouvais originale ou autre chose. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont marqué à ce niveau-là? Il y a un élève que ça m'a beaucoup amusé parce que il était fasciné par Okusai et il ne voulait faire que ça. Donc une fois fait une première vue du mont Fuji, il restait la vague, tu sais la fameuse vague de Kanagawa. Ah oui, ce que j'avais demandé, c'est quoi Okusai? Ça m'évoquait quelque chose, mais j'arrivais pas. Du coup, c'est un dessinateur japonais qui a fait des estampes très ok. célèbres. Ah oui. Et il y aura une exposition au Château des Ducs de Bretagne en juin, et Oui, je j'ai suis vu super ça, ouais. hypée. Oui, j'imagine. Donc voilà, il ne voulait faire que ça. Et j'étais trop contente parce que ça faisait un travail plus d'observation de son œuvre. Sauf qu'au bout d'un moment, on tourne un peu en rond. Mais comme il s'était vraiment consacré qu'à ça, et c'était super quali, quoi. Il était très concentré là-dessus et j'étais très fière. Ça me fait penser à effectivement, comment dire, il y a effectivement, comme tu viens de parler pour ton élève, il y a certaines personnes qui ont vraiment un focus sur un truc en particulier parce qu'ils kiffent ça et ils font ça et des fois ils se voient pas faire d'autres choses. Comment toi justement tu fais par rapport à ça? Est-ce que tu as l'envie de se concentrer sur un truc ou au contraire tu te sens plus à l'aise à vraiment faire plein de trucs différents, de plusieurs inspirations en même temps? Ou ça dépend des projets ou quoi, ou des supports. Comment tu te débrouilles par rapport à ça? Juste ici, j'arrivais à peu près à m'aligner sur les envies de chacun, mais ce qui donnait des cours où j'amenais au moins 4 sujets différents et c'était un peu trop pour moi en termes de prépa et pour eux en termes de choix. Mais souvent, en fait, je m'aligne avec leurs envies. Il y en a qui me disent « Oh, je veux être meilleure en proportion ». Donc du coup, je vais amener des livres qui vont parler des proportions, soit dans les mangas, ou au contraire des proportions très académiques d'anatomie. Il y en a qui vont me dire « Ah, en ce moment, je suis super fan d'Arcane, et on va analyser des plans, et puis essayer de redessiner les personnages, et ça me permet de glisser un petit peu de théorie de chara-design ». Et en fait c'est ça souvent l'intérêt du truc, c'est de prendre un truc qu'ils aiment et glisser sur un truc un peu plus général oh t'aimes bien le chapitre des chambres dans My Hero Academia et t'as envie de refaire la chambre d'Izuku, mais si tu essaies de refaire ta propre chambre, on va faire un petit point sur la perspective et puis ainsi de suite, enfin ça va de fil en aiguille. Ok. Oui, du coup, la question c'était plus pour toi de manière générale, du coup, dans ton processus. Ah, moi Oui. Attends, refais la question s'il te plaît. Oui, effectivement, je me rends compte que, comme elle n'était pas prévue, des fois j'ai du mal à formuler mes questions. Du fait que certaines personnes vraiment ils se concentrent sur un type de création ou une inspiration de création précise et tout, et ils font que ça, soit parce qu'ils se débrouillent que en ça, ou soit parce qu'ils ont cette envie de faire que ça. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu retrouves dans ton processus de création, ou est-ce que au contraire tu te sens plus épanoui à faire plein de trucs différents sur plein de supports, sur plein de techniques, sur plein d'inspirations différentes et tout? C'est plus la deuxième option. J'aime bien faire plein de trucs différents. Peut-être un peu trop même d'ailleurs. Une des rares fois où j'ai fait un marché de créateurs et que j'ai exposé mon travail, il y avait une dame qui est venue me voir en me demandant si je représentais un collectif d'artistes parce que y avait trop de trucs différents, et je dis non, c'est moi qui ai fait tout ça. Elle me dit c'est trop différent en fait. Enfin, faudrait que vous ayez un style précis et pas vous dispatcher partout. Et mais j'ai envie de faire ce que j'ai envie moi. Mais ça m'a fait réaliser effectivement que si peut-être pour me faire connaître en tant qu'artiste, il faudrait que je me concentre sur un truc à la fois.
mais j'ai pas forcément envie d'être célèbre pour faire juste très précisément telle chose. J'ai envie de kiffer et faire plein de trucs différents. On verra comment je me concentrerai après sur la manière de les présenter, mais au contraire, je trouve que c'est plus riche de tester des trucs différents et puis après de faire des ponts entre les deux. Par exemple, je me suis un petit peu intéressée en ce moment au kirigami, qui est la technique de papier découpé en Corée, où ça peut faire des jolies silhouettes ou des jolis motifs en papier découpé. Et en cyanotype, on a besoin de contraste et parfois de pochoir. Et je me suis dit, si tu mélanges le kirigami et le cyanotype, ça fait un truc tout nouveau et c'est trop bien. Ou de dessiner telle chose et puis en fait de pareil le dessiner sur un truc transparent et ensuite de le faire en cyanotype, ah bah tiens, un truc tout nouveau. Et en fait mon truc préféré c'est de expérimenter des choses différentes et après de voir si je peux les combiner pour faire un nouveau truc. Sauf qu'en fait ça rejoint ma chambre chaotique, ça finit souvent en bazar. Ouais, je comprends, mais ouais, c'est intéressant comme... Moi, j'avoue que j'ai pas forcément l'habitude de combiner plusieurs trucs différents, mais effectivement, je te rejoins sur l'aspect de... Effectivement, j'ai besoin aussi, pareil, de faire plein de trucs différents, et c'est aussi comme ça que je m'épanouis, à la fois dans les supports et dans les inspirations. J'ai besoin de ça pour être créatif, je peux pas me cantonner à un seul truc. Ça me fait aussi alors aussi... ça me fait réfléchir aussi à un autre aspect, mais... Même si ça rentre dans la créativité en vrai. Par exemple des youtubeurs, c'est-à-dire les youtubeurs, souvent ils vont exploser et être reconnus pour des fois un format en particulier. Je sais pas, je dis comme ça au hasard, les What the Cut d'Antoine Daniel, les points culture de Link the Sun, etc. Et effectivement, il y a souvent un moment donné où le créateur a envie de passer à autre chose, a envie d'ouvrir d'autres horizons, et du coup les personnes vont avoir tendance enfin plus ou moins souvent à mal le prendre, effectivement, le fait que la personne elle veuille tester d'autres choses, mais c'est vrai que c'est pas évident, surtout quand c'est des échelles qui sont très différentes des nôtres, de fait que ces personnes sont suivies par des millions d'autres personnes et tout. Mais effectivement, je pense que l'idée avant tout, c'est quand même que la personne s'épanouisse dans ce qu'elle fait. C'est-à-dire que faire un truc pour plaire à une certaine audience, mais s'obliger à le faire alors que ça ne nous plaît plus, derrière, je pense que tu perds effectivement en créativité, en inspiration. Tu es plus à reculons pour faire ce genre de choses. Donc je pense que c'est quand même important de faire ce qui nous plaît. Et moi, je pense aussi, c'est comme ça que je vois les choses. Et je me dis, tant pis s'il n'y a plus personne qui me suit là-dessus. Au moins, moi, je fais ce qui me kiffe. Puis après, que les gens, ça leur plaise ou pas, j'ai envie de dire tant mieux pour ceux à qui ça plaît. Tant pis pour ceux à qui ça plaît pas. Mais je vais pas forcément faire attention. Même si c'est vrai qu'il y a un petit côté satisfaisant à avoir des stats, avoir des vues, avoir des commentaires et tout. Voilà, je prends un petit aparté justement sur le podcast. Le podcast, occasionnellement, je vais regarder les stats du podcast pour voir comment ça fonctionne, comment ça marche. Du coup, c'est vrai que c'est ce petit côté un peu satisfaisant de voir qu'il y a beaucoup de vues et tout. Mais heureusement, j'arrive à ne pas faire de fixette là-dessus et à me dire, si ça marche pas, tant pis. Si le sujet parle ou pas aux gens, tant pis. Voilà. On a un peu digressé, mais c'est pas grave. Je retrouve mes questions. Comment dire, pareil, je savais pas trop comment la formuler, mais je voulais parler de la créativité dans les autres aspects de la vie. J'ai mis entre parenthèses la cuisine, la décoration. En gros, la créativité peut s'appliquer à plein de domaines différents, mais c'est vrai qu'on va souvent associer la créativité à, par exemple, les formes d'art, la peinture, la sculpture, la musique, etc. Mais finalement, la créativité, ça peut s'appliquer dans vraiment plein de choses. Est-ce que toi, pareil, c'est quelque chose où tu as d'autres aspects de ta vie où tu laisses libre cours à ta créativité, où tu testes des trucs, etc. Ou des trucs peut-être un peu spéciaux auxquels on ne penserait pas forcément. Est-ce qu'il y a ça chez toi ? Du coup, j'aime bien customiser des trucs. Quand tu parlais de décoration, ça peut rentrer là-dedans, j'imagine. Par exemple, il n'y a pas une de mes affaires qui n'a pas été customisée parce qu'il faut un petit plus. Donc, des porte-clés originaux, des patchs cousus sur des vestes, des badges ajoutés sur des sacs.
Je sais pas, ça me rajoute un petit peu de joie dans le quotidien. La cuisine, par contre, c'est un gros problème. Je déteste cuisiner. Donc effectivement, je peux me motiver en me disant je vais faire un truc un peu original, comme ça va me motiver. Et encore, enfin, c'est pas ce que je préfère. Mm. Ok. Du coup, je réfléchis un peu à la question. Je sais pas trop. J'ai pas forcément de trucs forcément beaucoup à partager. Je dirais. Après, c'est un peu abordé sous un autre angle, mais le fait que je suis une personne qui est de nature très paresseuse et très. Comment dire ouais, c'est ça, paresseuse, on va dire. J'ai tendance à. Et ça, c'est un truc qui est. Enfin, c'est réputé pour être un truc commun que c'est souvent les personnes les plus paresseuses et fainéantes qui sont souvent les plus créatives. Parce qu'en fait, ils ont tellement la flemme de faire quoi que ce soit qu'ils vont avoir tendance à plutôt à perdre du temps à réfléchir à une solution pour éviter de devoir faire des trucs plutôt que de perdre du temps enfin, plutôt que de se bouger pour faire les choses. Euh, je sais plus quel exemple, je crois que j'avais un exemple en tête, mais je l'ai plus. Mais voilà, enfin, bref, c'est un peu ce côté-là. Et du coup, ouais, des fois, tu vas avoir tendance si par exemple, je viens de retrouver l'exemple. Par exemple, pour mes streams, à un moment, alors je ne l'ai pas encore fait, mais je voulais mettre en place un setup un peu pour le dessin. Du coup, me dire comment je positionne, parce que je stream avec mon téléphone, comment je positionne mon téléphone pour faire en sorte que il puisse voir un peu, genre plus de dessus, parce que c'est plus pratique. Et le truc, c'est que j'ai pas forcément l'envie, le budget ou quoi d'investir beaucoup dans du matériel pro pour faire ce truc-là. Et donc j'ai plusieurs idées qui ont un peu pop dans ma tête en me disant ah bah tiens, je vais peut-être mettre genre un rouleau de gros scotch et l'attacher à ma gourde, le mettre au-dessus comme ça, en l'inclinant légèrement, comme ça, ça permet d'avoir un setup intéressant. Du coup, voilà, plus un peu ce côté bricolage, adaptation, un peu avec ce que j'ai à disposition pour réussir ces choses-là, quoi. Ouais. Voilà. À la limite, si j'ai eu une idée en t'écoutant, je suis une adepte du bullet journal. Et du coup, c'est le fait de créer soi-même son agenda et de dessiner soi-même les calendriers, les pages. Et donc, du coup, ça te permet de t'organiser, mais de t'organiser de la manière dont tu veux. C'est peut-être un peu contre-productif parce que je passe énormément de temps dessus à créer des pages pour m'organiser. Mais ça me permet de, au moins, pareil, me donner le temps au quotidien de créer pour ensuite m'organiser et puis me motiver à faire des trucs. Parce que je me dis, oh, j'ai fait un super tracker de jours où je vais sortir prendre l'air. C'est important de sortir prendre l'air. J'ai pris le temps de dessiner cette petite grille. Et ça fait plaisir de colorier chaque case une fois que je l'ai fait. Donc c'est un petit peu exploiter ma créativité pour faire des trucs pas forcément créatifs. Oui, je suis assez d'accord effectivement avec ça. Ça me fait penser à une autre question que pas forcément grand chose à voir, mais j'aurais dû la poser plus tôt, mais je n'y avais pas pensé. C'est quand tu crées quelque chose, est-ce que pour toi c'est important de créer quelque chose de palpable, d'avoir vraiment un truc physique que tu peux garder chez toi, exposer, donner à quelqu'un, je sais pas, ou alors est-ce que créer des trucs, je veux dire, pas forcément immatériel, mais par exemple je pense, je sais pas moi, à la musique par exemple, c'est quelque chose d'assez particulier. Effectivement, tu peux pas toucher la musique entre guillemets. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi d'avoir cet aspect-là ou pas forcément? C'est vrai que j'aime beaucoup avoir un truc palpable. C'est un des trucs pourquoi je suis créative, c'est que j'ai besoin d'occuper mes mains. C'est maladif. Il faut que mes mains soient salies par de la peinture ou de l'argile ou un truc et que j'occupe mes mains. Après, c'est vrai que tu as parlé de la musique, j'en ai pas du tout parlé, mais j'ai fait du piano, j'ai appris à faire de l'harmonica un petit peu. En ce moment, j'apprends à faire du kalimba et du handpan. À chaque fois, la musique, c'est un truc que j'apprends, mais que j'ai pas pour objectif d'être hyper performante. Au piano, j'ai dû faire des concerts, j'ai détesté ça parce que le regard des gens, parce que la performance. Moi, le but, c'est de créer dans mon coin. Et la musique, c'est surtout quelque chose de très intuitif pour moi et pas forcément très cadré, donc pas forcément très présentable. Ok. Ouais, moi c'est vrai que je suis plus à l'aise avec la musique, mais
En vrai, je comprends qu'au début, effectivement, tu as certains aspects où c'est pas évident, effectivement, le regard, le jugement et tout. Euh, Moi, pareil, je suis un peu passé outre ça en me disant, bon, je joue, et puis on voit ce que ça donne, et puis après, si... je crois que jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de plainte ou quoi. Par exemple, des fois, tu joues avec des autres musiciens, mais que tu connais pas, par exemple, le principe de jam où tu joues avec des musiciens que tu connais pas et tout. Puis j'essaie de, voilà, de faire un truc qui convienne à tout le monde. Et puis du moment que voilà, c'est un truc qui convient aux autres, que moi je prends du plaisir à faire, c'est ça l'essentiel. Et puis après, pour le reste, on s'en fiche un peu. Ouais. Et puis du coup, la proportion, ça me fait penser à une autre question, justement, sur cet aspect précis du jugement des autres. Comment toi tu vis les choses, par exemple, si tu soumets un peu tes créations à des gens, que ce soit à ton entourage ou même à des personnes que tu ne connais pas et qui te font un peu des retours. Comment toi t'abordes ça? Est-ce que tu es favorable à avoir des critiques, même si elles sont pas forcément faciles à entendre? Est-ce que à quel point ça t'affecte, ça t'impacte, tout ça? En fait, j'ai appris avec le temps à faire la différence entre des choses que je crée pour moi de manière très intime et très personnelle, et donc du coup que j'ai absolument pas envie de montrer aux gens, et des trucs que je fais pour le kiff et que ça me dérange absolument pas de le montrer. Donc je sais par exemple que c'était un rituel pour mes parents, à chaque fois que je revenais de cours de dessin, de voir mon carnet de dessin et voir ce que j'avais fait pendant la séance. Et au début, ça me dérangeait pas, et quand je commençais à faire des trucs un peu plus intimes pour moi, et ben là, tout de suite, ça faisait un peu bizarre de voir mes parents me juger pour mes dessins sombres d'adolescente torturée, dépressive. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, je vais garder des choses pour moi, et d'autres choses que je pourrais présenter, exposer fièrement, sans avoir peur que les gens soient choqués du contenu de mon cerveau. Mais Mm. encore une fois, oui, c'est une question de choix de présenter des choses ou non. Et ça dépend aussi du médium. Encore une fois, j'ai expliqué, la musique c'est plus personnel, mais au contraire, le dessin, ça me dérange pas trop de montrer ce que je fais. Alors que d'autres trucs où ça va être non, usage complètement personnel. Même si exposer, ça me ferait plaisir aussi sur d'autres aspects. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mm. Ouais, je comprends. Ouais, en y réfléchissant, moi, pour moi, ça dépend vraiment des supports. Par exemple, je vais avoir tendance à, pour apprendre le dessin, effectivement, moi je montre un peu tout ce que je fais en dessin. Il y a des trucs qui sont pas ouf, des trucs où je suis beaucoup plus fier parce qu'ils sont plus élaborés, où j'ai pris plus de temps, mais le résultat est vachement bien. Et là-dessus, pareil, je me pose pas forcément la question, je montre un peu ce que je fais et voilà. Puis tant pis de la vie des gens et tout. Par exemple, aussi sur l'aspect audiovisuel, le fait de créer de la vidéo. Bah, comme c'est un processus qui se fait en plusieurs étapes et tout, différent, là-dessus, bah, je vais attendre que vraiment le projet soit fini et prêt à être partagé pour voilà, recevoir l'avis des gens et tout. C'est-à-dire, à part les autres membres de l'équipe avec lesquels je travaille sur le projet, je vais jamais forcément montrer l'avancement de ce projet-là à d'autres personnes. J'attends vraiment qu'il soit terminé et tout pour le montrer. Mm. Un peu pareil sur l'écriture aussi, surtout avec mon processus d'écriture où j'écris, mais j'écris, je considère que la façon d'écrire en ce moment est mal, mais vu que pour l'instant il n'y a que moi qui garde tout ça pour moi, bah, je me dis bah tant pis, de toute façon j'aurai le temps de retravailler tout ça, et puis pareil je montrerai, ça peut m'arriver de montrer une première ébauche à certaines personnes, mais ça va plutôt être des personnes proches, un peu de confiance entre guillemets, où je m'ouvre au fait qu'ils vont avoir peut-être des critiques plus négatives, mais au moins ouais, ces personnes avec qui je m'entends suffisamment bien, je sais que peu importe ce qui en ressort, ça va apporter quelque chose à ma création, on va dire. Mais ouais, de manière générale, plus à finir. Donc ouais, pour moi, c'est vrai que ça dépend un peu plus du support et tout. Mais effectivement, il y a... D'ailleurs, bah, ça fait penser encore à une autre question. C'est marrant, je crois que j'ai Waouh, plus de questions vas-y. improvisées que de questions écrites, mais c'est pas plus mal. Euh, Ça y est, je commence déjà à perdre la question. Vite, 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 retrouve. Tac, mince. Attends, je parlais de quoi juste avant? Ça y est, je commence à perdre le déroulé. Mince. Les critiques, le regard des gens, Oui, les critiques. créer... Ça y est, j'ai déjà oublié. Bon, ça va me revenir au pire, hein, c'est pas très grave. Est-ce que tu as des... On va passer sur autre chose. Est-ce que tu as des... Tu en as parlé un petit peu, mais est-ce que tu as des projets en cours que tu souhaites un peu raconter, parler et tout? En ce moment, ce qui me plaît le plus, c'est de faire du cyanotype. Donc voilà, une technique que je fais beaucoup plus en ce moment.
Et j'aimerais bien faire une sorte de bestiaire fantastique de créatures qui auraient été prises en photo en cyanotype. Donc faire des planches avec des fées, avec des ailes en pétales de fleurs, c'est vraiment pas radiophonique comme sujet. Enfin, je me rends compte de décrire des dessins Oui. avec la voix. Mais bon, on va faire avec. Et le but serait de prendre plusieurs créatures fantastiques et de les illustrer en cyanotype avec des assemblages moitié papier découpé, moitié plantes séchées. Donc c'est très chouette, en même temps le printemps est revenu. Donc quand je promène ma fille, je repère le patrimoine végétal de ce qui est autour de moi et puis qu'est-ce qui pourrait être exploitable en cyanotype. Donc c'est c'est assez marrant, ça occupe l'esprit. Et toujours en cyanotype, et à force d'étudier la vie d'Anna Hankins, je me suis dit que ça serait très sympa d'inventer une histoire qui reprenne un petit peu son histoire. Et j'aimerais bien en faire un roman jeunesse, ou en tout cas peut-être un petit album ou un kamishibai. Le kamishibai, c'est une forme de théâtre japonais où on fait défiler des planches. J'ai fait 3 formations là-dessus. J'adore cette méthode-là pour raconter des histoires aux enfants. Donc c'est un peu ce qui m'est venu à l'esprit au début, mais peut-être qu'en livre tout court, ça marcherait très bien. C'est pas la peine de se lancer dans des trucs trop compliqués. Ce sont 2 projets autour du cyanotype qui traînent dans un coin de ma tête depuis plusieurs mois déjà maintenant, mais en fait c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que j'ai passé énormément de temps dans ma tête à prévoir des trucs, et une fois que j'ai le temps enfin de les mettre sur papier, et ça marche tout de suite. Donc là-dessus, la page blanche, je suis pas prête de la revoir. Et très bien, de beaux projets. Pour poursuivre là-dessus, est-ce que tu as des objectifs particuliers à atteindre avec ces projets? Est-ce que tu as une finalité particulière, un truc que tu as envie de mettre en place, de proposer, ou je ne sais quoi, avec ces projets-là, ou même avec tes projets de manière générale? Si jamais j'arrive à me motiver, ça sera l'occasion pour moi d'exposer depuis longtemps. En fait, j'avais déjà exposé mon travail avant, mais c'est toujours dans le cadre d'une association, d'un concours de dessin, des choses comme ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas exposé mon travail, et ça serait la première fois que je l'exposerais en tant qu'artiste indépendant, ouais. Donc éventuellement exposer mon travail, éventuellement, si je le fais en kamishibai, cette histoire, de raconter mon histoire, de faire une performance. C'est vrai que j'ai pas du tout parlé de ça, mais j'ai fait pas mal de théâtre et un peu de slam aussi quand j'étais à l'université. Encore une fois, ma créativité part en tous les sens. Je crois qu'il faudrait que je fasse la liste de tout ce que j'ai fait, et je vois qu'est-ce que je n'ai pas encore testé. Mais tiens, si tu veux, on fera la liste à la fin, ça sera drôle. Ouais. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, éventuellement exposer, éventuellement faire une performance, éventuellement éditer ce travail-là. Mais franchement, aucune pression. Si ce projet met 1 an à se faire, voire plus, ça prendra le temps qu'il faudra. J'ai 2 nouvelles questions qui viennent. Je ne vais pas les oublier, celles-là. Je vais essayer. Première chose, c'est justement sur ce que tu viens de finir. Est-ce que le fait de te lancer dans un processus créatif et de l'interrompre parce que tu as perdu la motivation ou parce que tu n'es pas satisfaite de ce que tu produis et tout, est-ce que c'est quelque chose qui te dérange ou pas, ou est-ce que tu as besoin, toi, absolument, quand tu lances un truc, tu as besoin de le voir fini absolument, et voilà, comment tu préfères te débrouiller? Ça dépend encore de ce qu'on fait. Si par exemple j'ai une idée qui me vient, paf, d'un coup, là j'aurais envie de la faire immédiatement. Mais si c'est un projet un peu plus complexe, au contraire, c'est bien, je trouve, des fois, de prendre le temps de laisser reposer le truc. Après, des fois, c'est peut-être trop. Par exemple, ma BD que j'ai créée au lycée, j'ai fait les 2 premières planches pour un concours de dessin, un concours de bande dessinée organisé par Angoulême. Donc j'avais un peu la deadline de finir ces 2 planches, donc ça m'a motivée à faire ça rapidement. Et j'étais super fière du résultat, et je me suis dit j'ai envie d'en faire plus, j'ai envie de développer l'univers, j'ai envie
de pousser le truc un peu plus. Sauf qu'en fait, en voulant faire ça, et ben, ça reste toujours à l'état de brouillon depuis le lycée. Donc ça fait au moins 10 ans maintenant que ces personnages existent et qu'ils attendent une histoire sur papier, officielle, terminée, peaufinée. Et les pauvres, je crois que ça va mettre encore 10 années supplémentaires pour que ce soit le cas. Ouais, bah moi, c'est quasiment exactement la même chose avec mon livre. C'est un truc que j'ai commencé, une histoire que j'ai commencé à imaginer au collège quand j'avais, je sais plus, 13-14 ans, juste comme ça. Et genre pendant, ouais, quasiment, j'ai une petite dizaine d'années, c'est vraiment resté dans ma tête. C'est-à-dire que en fait, j'ai construit le truc dans ma tête, je l'ai étoffé au fur et à mesure des années, tout. Il y avait des nouveaux éléments qui s'ajoutaient, etc. Sauf qu'en fait, ça restait dans ma tête. Et c'est si je dis pas de bêtises, c'est en 2021, pendant mon service civique. J'en ai parlé à un des volontaires que j'avais rencontré quand j'étais parti en Roumanie. Et quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit mais pourquoi pourquoi tu le t'enclenches pas un processus où tu vas mettre sur papier, commencer à vraiment à avoir je sais pas comment dire, je reprends palpable, enfin pas palpable parce que j'écris sur ordinateur, Physique, mais voilà, quelque chose concrète. qui se concrétise vraiment, qui soit mis sur papier et tout. Mhm. Et effectivement, je me dis bah oui, ce serait bien de le faire. Et effectivement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à le faire. Et puis voilà, donc ça a commencé vraiment comme ça. Et puis après, effectivement, derrière aussi, pour reprendre un peu ce que tu disais, là sur ce truc-là en particulier, c'est un processus effectivement qui prend du temps, où je sais que voilà, c'est quelque chose qui va peut-être pas le voir le jour avant, peut-être plusieurs années. En tout cas, je vais essayer parce que petite anecdote, j'ai fait une promesse à ma grand-mère quand on a discuté du livre récemment. Je lui ai promis parce que ma grand-mère est pas toute jeune, je lui ai dit, je te promets que je sortirai une première version avant que tu partes. Voilà. Moi. C'est un peu ça. Donc, on en a reparlé récemment. Je lui ai dit, je fais comme je peux. Je vais essayer de respecter ma promesse. Je peux pas trop anticiper et tout. Je sais pas trop parce que mon rythme d'avancement est pas forcément très linéaire. Après, à côté de ça, ma grand-mère, elle va très bien en ce moment. Donc je pense que il y a encore une marge. Ouais. Désolé de l'annoncer comme ça, mais donc je pense, voilà. Mais oui, ça dépend un peu de la création. Des fois, il y a des trucs qui se font assez spontanément. En quelques minutes, quelques heures, tu crées un truc. Et puis des fois, c'est un processus de longue haleine sur des années et tout. Après, tiens, nouveau conseil créatif. Quand c'est un univers justement qu'on traîne depuis longtemps, avec un lore très étendu, plein de personnages, qu'on a très envie de raconter l'histoire, le plus simple, c'est vraiment d'y aller petit à petit. Ma prof de dessin m'a vraiment fait une faveur en me disant tu ne fais que 2 pages pour ta BD là-dessus, pour présenter le début de l'univers. Et tant pis si on voit pas tel personnage, et tant pis si on voit pas tel pouvoir. Non, tu commences que par ces 2 premières pages. Et vraiment, ça a posé les choses à plat et ça a permis d'avoir un premier truc à présenter. Ensuite, ce que j'aurais dû faire, c'est étoffer une histoire un peu plus longue et la mettre en place, puis ensuite de rajouter un univers un peu plus large et de grandir au fur et à mesure. Ça m'aurait permis de pas perdre autant de temps à trifouiller mon cerveau là-dessus, mais bon, après, c'est pas mon objectif de faire cette BD là maintenant tout de suite, donc ça attendra le temps que ça se fasse. C'est vrai, puis aussi le fait d'avoir un truc sur du plus long terme aussi, ça permet effectivement de pas trop se précipiter, et aussi comment dire, que par exemple, je reprends toujours l'exemple de mon livre. En fait, moi, souvent des éléments que j'ai pu rajouter, en fait, ils sont venus au fur et à mesure. C'est-à-dire que je sais pas, je dis des conneries, mais alors ça arrive pas très souvent parce qu'il y a déjà pas mal de trucs ici. Enfin, le truc est déjà bien étoffé, mais une fois de temps en temps, soit spontanément comme ça, ou soit parce qu'il y a quelqu'un qui m'inspire, ou quelque chose que quelqu'un a dit m'a inspiré. Et il y a un élément de plus qui va se rajouter. On me dit tiens, je vais rajouter, je sais pas, telle catégorie de personnages dans mon univers, ou tel endroit dans mon univers et tout, parce qu'il y a tel truc qui m'a inspiré. Et justement, le fait d'avoir un truc plus long, ça permet de rajouter des trucs petit à petit et tout. Parce qu'il y a un peu ça s'applique aussi dans d'autres trucs, mais aussi des fois de se précipiter, de dire des choses, de faire des choses et tout, le truc soit fini, tu le présentes, et puis après, coup, tu te dis ah merde, j'aurais dû faire ça comme ça, ah merde, ça j'aurais dû me mettre ça comme ça, ou voilà, le classique. Je sais pas, en ce moment, je m'occupe de faire des entretiens pour le VIP. Des fois, quand tu es en tant que candidat, tu racontes des choses et tout, et puis à la fin de l'entretien, tu finis, puis tu te dis merde, j'ai oublié de parler de ça, ça aurait pu être un truc en plus et tout. Tu regrettes. Enfin bref, ça s'applique sur plein de choses. Mais je pense que des fois, c'est un peu nécessaire d'avoir un processus qui soit plus long pour prendre le temps
bien faire les choses, on va dire. Voilà, voilà. J'ai l'autre question, parce qu'il y avait 2 questions. Du Oui. coup, j'ai retrouvé l'autre que je n'ai pas oublié, d'ailleurs. Ça se trouve, je vais dire ça et finalement, je vais l'avoir oublié. Non, je ne l'ai pas oublié, je vous rassure. Tu parlais tout à l'heure effectivement de théâtre, et ça m'a fait penser à, effectivement, dans la créativité, on parlait, ouais, effectivement, on a beaucoup parlé de trucs un peu plus matériels et tout. Par exemple, une vidéo ou un dessin et tout, c'est, ouais, tu fais le truc et après tu présentes le truc, tu partages le truc aux gens et ils donnent ton avis. Mais il y a aussi de la performance plus live, entre guillemets, justement, comme le théâtre, où il y a de la préparation évidemment en amont, mais c'est quelque chose, voilà, de plus spontané. Comment justement toi est-ce qu'il y a un truc que tu préfères parmi les deux? Est-ce que le fait de faire un peu tout d'un côté et puis après hop, on finit un truc et on le sort, paf, et on voit ce que ça donne, ou le truc on fait le truc en direct, entre guillemets, est-ce qu'il y a un truc sur lequel tu te sens plus à l'aise ou pas? Le direct, ça fait beaucoup trop longtemps que je n'ai pas fait ça pour être à l'aise dedans, ça me terrifie. Et encore, le théâtre, je m'en suis sortie parce que je m'arrangeais très souvent pour avoir un personnage masqué. Et d'avoir un masque sur scène, c'est beaucoup plus pratique pour affronter le regard des gens. Et ça permet de beaucoup plus se lâcher. Après, c'est des petites astuces pour lutter contre l'anxiété sociale. Non, franchement, je préfère faire mes trucs dans mon coin et après les présenter une fois que je me suis assurée qu'il n'y a pas de problème, d'erreur monumentale que les gens ne doivent pas voir ou des choses comme ça. Après, la spontanéité, hein, ça fait du bien aussi. Ouais. Pourquoi ce mot est si dur à prononcer spontanément? Oui, bien vu, effectivement, il y a des mots comme ça compliqués à dire du premier coup. Mais ça m'arrive aussi de temps en temps. Je veux pareil pour partager mon expérience. Moi, je pense que ça dépend un peu des différents supports, on va dire, et puis aussi de mon expérience par rapport à ça. Par exemple, la musique, moi, ça fait très longtemps que j'en fais. Et du coup, maintenant, je suis plus forcément à la distinction de faire de la musique en studio avec d'autres musiciens tout seul et faire de la musique sur scène. En fait, je me sens autant à l'aise dans l'un que dans l'autre parce que justement, j'ai cette expérience et tout qui fait que maintenant, je fais plus forcément de différence. Après, c'est sûr qu'il y a un côté encore plus satisfaisant quand tu fais un truc en live devant plein de gens et que tu es content de ta performance. Parce que c'est vrai que si tu répètes en studio et que tu es super content de ta performance, tu te dis ok, les autres musiciens ils ont entendu, tout le monde est content, mais il n'y a pas le public derrière qui va être content aussi. Alors que le fait de vivre le truc et de le partager auprès d'un public, tu te dis putain, j'ai fait un truc super cool et en plus les gens ont kiffé, c'est génial. Donc voilà, c'est un peu ça. Puis après, il y a d'autres trucs où c'est peut-être un petit peu moins évident. Ça dépend, mais par exemple, effectivement, quand il y a de l'enregistrement vidéo ou audio comme le podcast, moi j'ai un peu d'expérience en direct et en différé. Alors pas ce podcast-là, mais par exemple, on a déjà fait des lives, par exemple le stream ou comment dire, de la radio aussi, j'ai déjà fait en live. Effectivement, là, il peut y avoir un peu plus de pression, effectivement, de se dire, tu es vu et du coup, t'appréhendes les choses de manière un peu différente. C'est des trucs sur lesquels t'es un peu moins à l'aise, on va dire. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça. Voilou. On va arriver petit à petit à la fin. Je n'ai toujours pas retrouvé la question que j'avais perdue tout à l'heure. Je pense qu'elle est perdue définitivement dans les limbes de mon cerveau. Du coup, on va quand même continuer la suite parce qu'il me reste des questions écrites. Et oui, il reste des questions écrites dans ce podcast. Il n'y a pas que des questions spontanées. Même si j'apprécie en faire, je crois que je viens de battre le record, je pense, de questions spontanées, tout épisode confondu. Mais c'est cool aussi. Et je trouve que c'est un sujet qui s'y prête bien aussi beaucoup. Oui. Des sujets vastes comme ça et tout. Donc voilà, il y a de la... J'apporte une touche de créativité à ce podcast en créant en direct ce que je fais rarement sur les épisodes précédents. C'est le cas. Bref, petit aparté passé. Pour passer à la prochaine question. Est-ce que tu as des créateurs, tout style confondu, tout support confondu, que tu apprécies particulièrement, qui t'inspirent, qui te donnent envie de faire des choses ou je ne sais quoi? T'as parlé de Anna, c'est ça? Anna Atkins. Anna Atkins, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce que tu as envie de développer un peu plus sur Anna ou autre? La personne qui m'inspire le plus au quotidien, c'est une youtubeuse qui s'appelle Rachel Maxky, qui
est une créatrice de contenu qui fait beaucoup de couture, mais aussi du bricolage, des marionnettes, enfin, en fait, justement, cette femme est formidable parce qu'elle a plein de hobbies et elle en fait des vidéos YouTube, et donc du coup, ça lui permet d'avoir le temps de créer tous ces trucs, et c'est formidable. Et elle fait ça vraiment sans se prendre la tête, et elle est tellement drôle, c'est vraiment hyper inspirant. Par exemple, je sais pas, elle va se dire oh, j'ai trop envie de refaire une porte de Hobbit, let's go. Je ne connais rien en menuiserie, mais je vais essayer ça. Et puis elle va peut-être se faire 30 échardes et se graver avec le pyrograveur, mais non, elle va tester des trucs et elle va kiffer. Et c'est trop marrant. Donc il y a elle, il y a plein d'autres créatrices qui font ce genre de contenu que j'aime beaucoup regarder. Il y a Prickly Alpaca, qui a un nom de chaîne pas simple, mais qui est pareil, même principe. Entasse plein de hobbies, en fait des vidéos et est super drôle. Il y a The Netforge aussi, qui est peut-être un peu plus connu, qui fait ça. Et vraiment, j'adore ce genre de vidéos. Ça donne envie de créer soi-même. Bah, souvent, c'est ce genre de vidéos que je mets en fond quand je dessine. Ok. Même si souvent je termine plus par regarder ce qu'elles font que par créer. Après, c'est vraiment concentré sur les gens, du coup, qui nous inspirent. Je sais pas, t'avais autre chose en tête, tu as le droit. Non, bah, j'allais leur parler des bouquins, Oui, bah, tu peux rentrer aussi. J'allais dire, ouais, je parle de créateurs, mais effectivement, on peut élargir la question à des œuvres ou autres pareil, qui t'inspirent, que tu apprécies particulièrement. Non, bah du coup, je me suis je me suis bloquée toute seule là-dessus, mais bah, souvent c'est des univers qui inspirent. Ça peut être bah, tout l'univers de Tolkien, l'univers des studios Ghibli. Oui, je dis Ghibli et pas Ghibli. Tiens, on va faire un débat dans les commentaires, comment vous prononcez-vous. Allez, c'est parti. Ça peut être aussi les films de Cartoon Saloon, qui est un studio irlandais dont j'adore le travail. Souvent, ouais, ça va être des univers où tu te sens bien dedans et t'as envie de créer un truc un peu dans la même vibe, mais à ta sauce aussi. Je sais qu'il y a pas mal d'artistes qui parlent mal du fan art, et en disant que ah là là, c'est pas une œuvre originale parce que tu crées un truc en rapport avec l'œuvre de quelqu'un d'autre. Mais pour moi, c'est essentiel de créer des choses à partir de ce qu'on aime. Certes, ça, c'est pas ta propre œuvre parce que tu crées à partir d'une autre œuvre déjà existante, mais c'est un terreau tellement fertile à la créativité, justement. Une de mes premières BD, ça a été un fan art de Zelda où j'inventais une histoire parallèle à l'histoire d'un autre jeu. Et en fait, le truc a tellement grossi que ça pouvait devenir un univers à part, et il fallait un peu dézeldaïfier certains trucs, et puis après, ça faisait mon propre univers imaginaire. En fait, pour moi, c'est un tremplin à créer d'autres trucs. Ouais. Ouais, moi, je dirais que, comment dire, tu parles de fan art ou de reproduire des trucs qui existent déjà. Moi, perso, ce serait plus dans le côté apprentissage. C'est-à-dire que pendant que j'apprends à faire quelque chose, bah, je reproduis ce qui existe déjà pour gagner en compétences, en qualité et tout. Mais c'est vrai que pour moi, ma finalité à moi, ça reste quand même de créer quelque chose d'original, même si évidemment il y aura toujours des inspirations d'autres choses et tout. Par exemple, si je prends mon livre, je m'inspire de trucs qui existent déjà. Je considère que mon histoire n'est pas du tout originale, mes persos ne sont pas du tout originaux, mais je le fais quand même parce que je kiffe ça et que c'est ce qui me plaît et tout. Mais c'est vrai que voilà, d'avoir cette finalité de me dire, bah voilà, j'ai envie de créer quelque chose à moi, mais si je dois passer par reproduire des choses, ça me dérange pas, quoi. Il y a C'est marrant, encore une nouvelle question qui m'est venue. Il y a, quand tu parlais de la première recommandation que tu as donnée, je ne sais plus comment elle s'appelle. Rachel Maski. Voilà, voilà, tu parlais du fait que des fois elle a une idée et elle a tellement envie de la réaliser qu'elle se met à prendre à rajouter une autre corde à son arc pour parvenir à réaliser cette idée-là. Pareil, toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que le fait de devoir un peu apprendre de plus ou moins zéro quelque chose de nouveau parce que c'est nécessaire dans ton processus de création par rapport à une idée précise que tu as en tête, est-ce que c'est quelque chose sur laquelle tu es prêt à t'engager, ou est-ce que tu préfères rester
un peu sur ce que tu connais déjà et tout. Voilà. Ça dépend du projet. Si j'ai le temps et l'énergie d'apprendre un nouveau truc, je fonce dedans à toute vitesse. Sinon, du coup, on va s'adapter et voir qu'est-ce qu'on peut faire sans passer par là. Je sais par exemple que le cosplay, c'est quelque chose qui me plaît pas mal, que pour faire des choses qui durent plus longtemps, il faudrait que je fasse des masques, par exemple, à base de mousse, avec une colle spéciale, machin et tout. J'ai pas le temps, j'ai pas le budget pour investir là-dedans, donc je vais faire un truc que je connais très bien, le papier mâché. Donc c'est moins solide, c'est moins pérenne, mais au moins je sais faire, et puis c'est fait. Ok. Moi, je sais pas, je pense que ça pareil, ça dépend peut-être un peu du truc. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des aspects où je suis moins à l'aise, où j'ai pas forcément, comme je disais, comme je suis quelqu'un de très flemmard, apprendre quelque chose de zéro et tout, c'est pas toujours évident. Du coup, ça, je pense que ça dépend un peu des différents trucs. Euh, je vais être honnête, par exemple, sur le dessin. Alors, je n'ai pas démarré de zéro, on va dire, j'ai toujours un peu fait du dessin, mais ça fait seulement depuis récemment et grâce à toi que je m'y suis mis sérieusement. Et c'est vrai que l'apprentissage et tout, de réussir à développer sa technique, de reproduire et tout, des fois c'est pas toujours évident le processus et tout. T'as envie que tout soit bien dès le début, mais bon, ça marche pas comme ça, c'est pas magique. Du coup, il faut un peu passer par là. Du coup, c'est vrai que c'est pas toujours évident à vivre, mais effectivement, ouais, c'est nécessaire. À part si des fois t'as un talent naturel pour certaines choses, ce que je ne considère pas avoir, sauf sur un truc. Comme ça. Comment dire, juste pour préciser, moi j'appelle pour moi quelqu'un qui est talentueux à quelque chose. Ça, c'est ma définition personnelle, mais c'est quelqu'un qui fait quelque chose de manière spontanée sans pour autant avoir travaillé cette chose auparavant. Ouais. Et du coup, en reprenant cette définition-là, pour moi, le seul truc que je considère qui rentre dans cette catégorie, c'est la danse. C'est-à-dire que je ne juge pas forcément ma propre performance, mais on m'a souvent dit que je dansais bien, alors que pourtant c'est quelque chose alors que j'aime bien faire, mais je n'ai jamais travaillé, j'ai jamais eu des cours de danse ou tout, c'est vraiment de manière spontanée. Après, je pense que c'est peut-être aussi lié à mon rapport avec la musique, le fait que j'ai un peu le rythme dans la peau, entre guillemets, que c'est ça qui joue. Mais voilà, moi, c'est comme ça que je le vis. Est-ce que toi, je te repose la question, est-ce que toi, Oui. si on suit cette définition que je viens de donner, est-ce que tu as quelque chose qui correspond à ça? Je dirais que comme j'ai l'habitude de tester un loisir créatif, je vais être assez facilement dedans rapidement. Je sais que mes collègues animateurs, ils s'arrachent les cheveux à chaque fois en disant mais toi, t'es trop doué de toute façon, parce que on va nous demander de faire un truc avec les enfants et du coup j'arrive spontanément à le faire parce que depuis toute petite je fais des loisirs créatifs. Et que du coup, une activité dont je connais pas trop la technique, mais que ça ressemble à un truc que j'ai fait avant, et effectivement, je vais avoir beaucoup plus de facilité à le faire. Donc, je dirais pas que ça soit un talent naturel, mais c'est sûr que pour le regard extérieur, ça peut paraître être le cas. Oui, c'est vrai que il y a aussi souvent ces réflexions-là de quand on voit quelqu'un qui est super doué et un truc, on dit Ouah, t'es trop talentueux, c'est inné, c'est incroyable et tout. Et je sais plus t'es peut-être tombé dessus aussi, mais il y avait une artiste qui est sorti un petit comics là-dessus justement, qui dit Waouh, tu es touché par la grâce divine. Non, je travaille juste. Waouh, ça va être quelque chose d'inné, c'est incroyable. Non, je fais juste que travailler. Hein. Donc ce côté de se dire effectivement, il peut y avoir des talents innés chez certaines personnes, mais que je sais pas si c'est la majeure partie des cas, mais que ouais, souvent c'est plus le travail et la répétition et tout qui permettent de produire la qualité que vraiment un truc spontané. Il y a aussi un des extraits d'une des vidéos de Cyprien sur le dessin où pareil, c'est un peu ce truc là qui ressort, ça me fait penser à ça. Ah ouais, c'est complètement ça. Mais oui. À la limite, ce qui peut aider, c'est si t'es quelqu'un de sensible ou qui observe les choses. Encore une fois, tu te fais un pré-travail dans ta tête et une fois que tu le mets sur le papier, c'est quasiment ce que t'avais dans ta tête. Donc du coup, c'est spontanément plutôt bien. Du coup, les gens vont se dire ah mais c'est pas possible. Ouais. Ça me fait penser encore. Oui. Juste ce que tu viens de dire, effectivement, de la différence entre ce que tu as en tête et le résultat final. Alors ça dépend un peu des situations et tout. C'est-à-dire que des fois, tu peux te lancer dans un processus de création en ayant plus ou moins un truc précis en tête ou quoi. Par exemple,
Je disais tout à l'heure que hier on a fait un tournage pour le Vlip. C'est un truc qu'on a commencé il y a déjà 1 an. On a commencé à l'écrire et tout. Mhm. Et effectivement, au début c'était une ébauche et tout. Ça s'est concrétisé petit à petit. Mais c'est vrai que là c'est un cas un petit peu particulier parce que c'est vrai que la vidéo, tu peux avoir une différence entre ce que tu as en tête et ce que tu veux réaliser, parce que dans la vidéo tu as des limites des fois techniques, humaines et tout, qui fait que tu peux pas reproduire exactement ce que tu voulais faire. Mais c'est vrai qu'en fin de compte, quand on a fini notre journée hier, j'étais vachement content parce que Mhm. effectivement tout ce qu'on a réussi à produire, tout ce qu'on a réussi à faire pendant la journée de tournage, ça correspondait vachement bien avec l'idée de base et tout, et donc j'étais vachement satisfait et tout. Alors il reste toute la partie montage, donc on verra à la fin le résultat final si vraiment ça colle à ce que j'avais. Mais effectivement, ce côté-là de se dire, t'as envie de respecter au mieux ce que t'as en tête, mais que c'est pas toujours le cas. Comme on parlait, toi tu le vis, est-ce que tu as ce besoin que quand tu crées, ça ressemble à ce que tu souhaites, ou pas forcément, ou ça peut, si c'est pas forcément la même qualité, ou même si tu pars sur une autre branche, on va dire, si tu pars dans un truc qui est différent de ce que tu avais initialement prévu, comment tu vis les choses? C'est quelque chose justement que je suis en train de désapprendre avec l'art-thérapie, où justement le but c'est pas le résultat, c'est le processus. Alors que moi tout de suite je vais me projeter en disant ouais, faudrait que ça ressemble un peu à ça, et puis là tout de suite la prof elle me dit calme-toi, faut que ça se fasse comme ça, il n'y a pas besoin de se prendre la tête sur le résultat. Après, c'est l'avantage et le désavantage d'être une grande anxieuse de la vie, c'est que je répète le geste 1000 fois dans mon cerveau avant de le faire sur le papier, et comme je me suis préparée 1000 fois mentalement à faire le truc, oh surprise, ça marche plutôt bien. Parce que j'ai l'habitude. Oui, c'est sûr, c'est plus efficace comme ça. Mais après, effectivement, si je me prépare 1000 fois à un truc et que une fois fait sur papier, c'est pas du tout ce que j'avais en tête, il y a 2 cas. Soit c'est plutôt bien et on va faire avec, soit c'est pas du tout ce que je voulais, ça m'énerve et je reprends à zéro, c'est pas grave. Ça me fait penser à, par exemple, le dessin. Il y a des fois, c'est pareil, il y a des situations différentes où je dessine. Alors ça dépend, je peux avoir plus ou moins un truc en tête de prévu. Des fois, je vais dessiner le truc et le résultat est peut-être différent de ce que j'imaginais, mais finalement, je me dis, bon, finalement, ça fait un truc qui me plaît, donc je le laisse. Mhm. Et puis des fois, au contraire, je vais avoir peut-être un truc assez précis en tête, j'essaie de le dessiner et je vois que c'est moche, et plutôt que de me dire, bon, c'était un test, je peux le laisser et je passe à autre chose, c'est, non, j'ai envie de l'effacer, je veux pas qu'il apparaisse dessus, sur le Ouais. papier, parce que j'ai honte, ou je suis vraiment très déçu de la qualité du truc que j'ai produit, et du coup, là-dessus, Nouveau conseil, dessin. Hmm. Laissez vos erreurs. Oui, effectivement, des fois c'est tellement horrible que t'as honte, que t'as envie d'effacer. Récemment, je me suis mis à dessiner de la main gauche parce que j'ai trop mal à la main droite. Du coup, c'est des dessins, des fois complètement éclatés. Et des fois, je me dis pourquoi j'ai fait ça, faut que j'arrache la page, faut que j'efface. Et je dis non, faut que tu apprennes de tes erreurs, faut que tu comprennes ce qui va pas. Donc, souvent, ce que je fais pour dédramatiser, c'est que je fais des petits commentaires. Mon pauvre chat s'est fait massacrer, j'ai voulu le dessiner de la main gauche et faire un joli portrait. Il a bougé la tête et du coup j'avais plus le modèle et j'ai fait un dessin complètement moche de lui. Et j'ai écrit à côté haha, et puis rien que ça m'a fait dédramatiser, et au lieu de du coup un dessin moche, c'est un dessin moche et drôle. Et donc du coup j'arrive mieux à le garder. Bon tips, en vrai, je pense que je devrais faire un peu pareil. Surtout que j'ai tendance à des fois avoir des réflexions plus ou moins bizarres, drôles et tout sur ce que je produis. Je me fais des commentaires à moi-même, un tout plus ou moins virulents envers moi-même et tout. Mais du coup, le fait d'un peu de dédramatiser le truc et d'en sortir un truc un peu drôle, un peu comique et tout. Et C'est sinon, en pire des intéressant. cas, post-it par-dessus. Et on fait un autre dessin sur le post-it. On fait le même dessin avec comment on l'aurait fait sinon. Ok, ouais, bien vu. Je me suis rendu compte que j'avais oublié une question. Vas-y. Du coup, on va repartir sur un truc qu'on a vu il y a un moment déjà. Non, ça va, c'était il n'y a pas si longtemps, mais on va revenir dessus quand même. On a parlé du coup des projets que tu avais en cours, d'objectifs à atteindre. Est-ce que le fait un peu la finalité là-dessus, c'est est-ce que le fait de vivre de tes créations, d'en faire ton métier, ton activité principale, c'est quelque chose que tu as en tête ou pas du tout, ou peut-être on verra plus tard ou quoi? J'avoue, c'est un peu le rêve de vivre de son art. C'est sûr que si on pouvait se libérer de la pression du travail
vivre de son art, ça serait chouette. Après, c'est quelque chose que j'ai réalisé il y a 2 ans, quand j'ai commencé à être prof de dessin. J'ai rencontré un autre élève du même cours de dessin dans lequel j'étais. Et lui a eu la vie que j'aurais rêvé d'avoir, c'est qu'il a fait des études d'art, il a voyagé au Japon, il a fait d'autres écoles plus poussées, et puis maintenant il est réalisateur de courts-métrages, il a fait des dessins pendant le tribunal de Charlie Hebdo, il a pu exposer son travail, éditer son travail, et c'est formidable. Après, il avait l'air pas plus heureux que moi. Et au contraire, la précarité de sa situation lui donnait un stress assez grand. Et je me disais que moi j'étais heureuse de finalement transmettre la passion du dessin à d'autres gens et que j'ai pas besoin de mener une grande vie pleine de succès et de projets pour être épanouie. Moi, ce qui comptait le plus, c'était de créer dans mon coin parce que ça me convenait déjà comme ça. Après, ça serait un bonus de pouvoir gagner un petit peu avec ça. Mais je me rendais compte en voyant sa vie à lui que ça faisait rêver, mais ça faisait pas si envie que ça quand on réfléchissait davantage. Ouais, je comprends. Je suis assez d'accord. Puis c'est vrai que moi, je me dis un peu aussi pareil. Je fais effectivement plein de trucs sur écriture, podcast, dessin, musique, etc. J'ai un peu cette réflexion de me dire, je continue à le faire parce que je kiffe ça. Et puis, je me pose pas forcément de questions sur l'avenir. C'est-à-dire que si jamais il y a un ou plusieurs de ces choses-là qui, pour je ne sais quelle raison, explosent auprès d'une grosse audience, que ça permet de commencer à réfléchir à en faire mon activité principale et à vivre de ça, et j'ai envie de dire, je verrai à ce moment-là. Voilà, je me poserai la question à ce moment-là. En attendant, je me pose pas la question, j'ai pas d'ambition particulière à ça, puis on verra bien où ça me mène, quoi. Voilà, c'est un peu, même de manière générale dans la vie, une tendance à pas trop me projeter, à faire, continuer de kiffer ce que je fais en ce moment, puis on verra bien. Bon, le problème, c'est que vu que j'applique ça un peu partout, des fois, c'est pas toujours la meilleure chose, parce que du coup, en termes de stabilité et tout, c'est pas ouf, mais voilà, moi, je m'épanouis là-dedans, on va dire. C'est marrant parce que je viens de penser que tout à l'heure j'ai dit qu'on arrivait bientôt à la fin de l'émission, parce qu'on était genre peut-être à la moitié de l'émission quand j'ai dit ça. Ouais. Là pour le coup on arrive vraiment à la fin. Il y a un dernier gros sujet que je voulais aborder. C'était la créativité par rapport aux évolutions technologiques. Yay. Je pense on sera d'accord pour dire que le gros sujet depuis quelques temps déjà, c'est celui de l'intelligence artificielle. Donc là, on va parler plutôt de l'intelligence artificielle créative. Générative. Générative, c'est le terme que je cherchais, merci. Justement, toi, c'est un peu... Je n'ai pas forcément de questions précises. C'est quoi un peu ton point de vue un peu là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu analyses un peu ces évolutions? Déjà, je vais boire de l'eau parce que c'est important. Ouais, moi aussi, je pense. Je vais en profiter aussi. Et ensuite, c'est nul. Voilà, hop, c'est bon, merci pour la réponse. Merci, au revoir. C'est ça. Non, en fait, j'en vois pas l'intérêt. Enfin, ça vole le travail des gens, c'est une catastrophe écologique, et ça pourrit Internet. Enfin, Pinterest, maintenant, si tu cherches une référence, c'est saturé d'images générées par IA. Et en vrai, pour moi, c'est vraiment contre-productif. Mais en vrai, j'aurais besoin d'avoir quelqu'un en face qui me donne les arguments pour IA et que je lui dise non, c'est absolument pas, pas utile. Mais ouais, voilà, je sais pas. Oui, je peux comprendre, effectivement. Je suis assez d'accord, effectivement, sur pas mal d'aspects. J'essaie quand même de réfléchir, de me dire est-ce qu'il n'y a pas un côté positif quand même? Je sais plus, je crois que j'étais tombé sur des trucs, mais je me souviens plus. J'ai plus les arguments pour. J'ai beaucoup d'arguments contre, mais les arguments pour, il n'y en a pas vraiment. Effectivement, je te rejoins assez sur ce truc-là. Est-ce que justement, pour rester sur un aspect plus positif, est-ce qu'il y a si on met l'IA de côté, d'autres outils technologiques plus ou moins actuels, récents, qui au contraire t'aident dans ton processus de création et te donnent vraiment
un vrai plus dans ton processus. Bah, tu parles à quelqu'un qui dessine uniquement au traditionnel et qui ne sait pas se servir d'une tablette graphique. Donc pour moi, la technologie ne me sert pas à grand chose. À la limite, elle me permet d'écouter de la musique et de regarder des vidéos en même temps que je dessine. Mais sinon, elle contribue pas du tout à mon processus créatif. Mais c'est parce que c'est mon choix et c'est comme ça que je fonctionne. Je sais qu'il y en a certains qui sont très contents de pouvoir faire des dessins sur leur iPad ou de faire des dessins et de le photoshopper ensuite sur ordinateur. Moi, je ne sais pas faire ça, donc j'ai pas spécialement envie de faire ça, et pour l'instant, ça ne me sert pas. À la limite, tu vois, ceux qui seraient pour IA disent bah, au moins comme ça, je peux avoir mon dessin, mon portrait façon style de Miyazaki, au lieu de le commissionner à un artiste qui aurait pu faire ses courses grâce à cette commande de dessin. Et bah du coup, ouais, comme ça, t'as ton dessin là maintenant tout de suite, mais ça enlève du travail aux gens et ça a cramé une forêt pour ça. Enfin, bravo. Ouais, effectivement, c'est pas très beau vu comme ça, effectivement. Je pense que on s'en va pas forcément vers une direction très positive à ce niveau-là, mais ce sera intéressant quand même de voir un peu l'évolution de se dire est-ce que cet aspect-là va prendre de plus en plus de place dans le quotidien jusqu'à remplacer entièrement la créativité humaine. Est-ce qu'on va réussir à trouver un équilibre? Est-ce que les humains vont se dire mais en fait vont se rendre compte unanimement que de dire que ouais, en fait c'est vraiment pas ouf, on va repartir sur des trucs plus traditionnels, etc. Donc, Bah, malheureusement, dès que tu instaures le réflexe, ça va se mettre en place de plus en plus. Tu vois, par exemple, il y a eu une scène qui m'a beaucoup marquée. C'était pendant un de mes cours de dessin. J'avais un élève qui était venu ah, j'ai tel sujet à faire en cours d'art plastique, je veux venir ici pour prendre le temps de le faire. J'ai dit bah, bien sûr, vas-y, dis-moi ce que tu dois faire. Puis il m'explique le sujet et il me dit j'ai pas du tout d'idée. Je dis bah c'est pas grave, on va réfléchir ensemble, on va noter des idées sur un papier et puis voir si en rebondissant sur les idées des uns des autres ça va venir. Et puis il m'a dit oh flemme, je vais regarder sur ChatGPT directement. Je lui ai dit non, tu prends l'effort de chercher par toi-même, ne serait-ce 10 minutes, et après si t'as vraiment pas d'idée, tu demandes à une IA, mais faut que tu gardes le réflexe de réfléchir par toi-même. Sinon bah tu vas tuer ta créativité justement. L'IA, c'est un outil, c'est pas ton cerveau qui va réfléchir à ta place. Et ça, j'ai vraiment peur que bah, si on prend le réflexe de plus en plus demander à ChatGPT comment faire, que bah, on ne sache plus comment faire après. J'ai exactement la même position justement sur l'utilisation de l'IA. Moi, c'est un peu plus entre guillemets, de la peur, c'est que je n'utilise pas l'IA de quelque manière que ce soit. Alors, je l'utilise vraiment de manière très exceptionnelle pour certains trucs et tout. Mais voilà, je l'utilise pas de manière générale, tout simplement parce que j'ai peur de me dire que si je commence à l'utiliser pour m'aider sur un truc et tout, bah que en fait ça va être un peu un cercle vicieux de me dire bah oh, c'est cool, en fait c'est pratique, moi je l'utilise encore plus, et du coup que ça vraiment fasse partie de mon quotidien et fait que comme tu dis juste avant, bah qu'en fait tu puisses plus réfléchir, faire les choses par toi-même. Et du coup, voilà, j'ai peur que ça enclenche ce processus. C'est pour ça que je ne me lance pas là-dedans. Parce que je pense, je ne vais pas dire que je suis très influençable, mais je pense que je suis le type de personne qui. Ça rejoint le côté paresseux et flemmard que je suis. De me dire que ouais, je suis type de personne chez qui ça pourrait s'enclencher très vite ce processus. Donc, je rentre pas dedans comme ça. Voilà. Au moins, je le repousse au plus longtemps possible. Ça se trouve, il y a un moment où ça va me tomber dessus, j'espère pas. Mais voilà. Bah, c'est le problème du là maintenant tout de suite. Là au moins l'IA elle te sert sur un plateau d'argent la réponse, alors que tu pourrais prendre le temps de chercher, voir une autre source, voir une autre opinion, et même des fois l'IA elle te répond un truc à côté de la plaque parce que t'as pas utilisé le bon mot ou qu'elle a carrément un délire d'IA. Je sais que c'est un truc qui peut arriver, hein, les pizzas à la colle, hein. Pour moi, c'est pas un bon truc. Après, je respecte si les gens s'en servent comme outil éventuellement, mais le mieux, c'est de savoir faire ça par soi-même. Ouais. Et bah voilà. Et sur cette question-là, effectivement, je trouve que c'était quand même important parce que c'est quand même quelque chose de très actuel et qui est quand même beaucoup lié à la créativité de manière générale, qui à la fois influence la créativité humaine et qui... je sais pas comment dire, j'arrive plus à formuler ce que je voulais dire. Enfin bref.
On se comprend à peu près. Voilà. On arrive du coup à la fin. Comme pour toutes les précédentes émissions, est-ce que tu as quelque chose que tu as envie d'aborder avant qu'on conclue, un sujet qu'on n'a pas abordé, une histoire à raconter, une anecdote, peu importe, tout ce qui te passe par la tête dont tu as envie de partager. Bah, on peut justement continuer sur l'humain et l'IA. Il y a un truc que j'ai appris récemment et qui m'a dit, mais en fait, l'histoire, c'est vraiment un cycle qui se répète. C'est que au début de l'ère industrielle en Angleterre, quand justement beaucoup de paysans se sont retrouvés à faire un exode rural et partir en ville, travailler à l'usine, et que de plus en plus de choses étaient industrialisées, il y a eu un mouvement qui s'est créé un peu en rejet qui s'appelait Arts and Crafts. Et il y a un de ses fondateurs qui s'appelle William Morris qui a dit que pour lui, la beauté des choses du quotidien, c'était le fait qu'elles soient faites par l'homme. Pour lui, en fait, il mettait beaucoup en avant le fait de savoir faire des choses par soi-même, que les humains transmettent le savoir de fabriquer les choses entre eux, et que c'était quelque chose de beau et qu'il fallait conserver à tout prix. Et que quand il voyait par exemple un tapis créé dans une usine qui n'avait pas d'âme selon lui, et ça le rendait trop triste. Et il se disait que on va perdre l'art du tissage, du tressage, de comment on va fabriquer la laine, comment on va créer des motifs. Et c'est cette tristesse, je me rends compte que c'est ce qu'on ressent nous aussi quand on voit des images générées par IA et qu'on se dit on aurait pu apprendre à quelqu'un d'autre à comment peindre, comment créer, et de se dire que ça existait déjà au 19e siècle, au début de l'ère industrielle, et qu'on est en train de le revivre maintenant face aux IA, je me dis que l'histoire, ça se répète et c'est fatigant. Je pensais, il y a ce rapport aussi à la fiction, de se dire, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus des scénarios de fiction, de films qui sont sortis il y a quelques décennies et tout, en fait, se réalisent petit à petit. Et ça fait bien parce que à cette époque-là, tu te dis, wow, c'est de la fiction, ça va jamais arriver, c'est trop dystopique pour que ça existe vraiment. Et puis tu y réfléchis maintenant où tu te dis, il y a quand même des aspects de, on s'écarte de la créativité, mais je sais pas, de totalitarisme, autre chose comme ça qui sont mis en place. Et tu te dis, finalement, côté fiction, ouais, aujourd'hui, c'est plus trop le cas, quoi. Donc, ouais, ça fait un peu peur, c'est vrai. Après, il y a quand même de l'espoir. Après, on repartirait sur un tout autre sujet, on va éviter de trop développer, mais ouais, la créativité, ça rentre quand même vachement là-dedans, quoi. Dans le monde de demain, comment sera la créativité? Tu as de l'espoir, toi, pour la suite? Ouais, oui, non. En fait, faudrait que les gens se réveillent et qu'ils apprennent à refaire les choses par eux-mêmes. Tu vois, j'avais un élan d'espoir pendant le confinement quand les gens se sont mis à réapprendre à faire du pain ou à se remettre à des hobbies qu'ils n'avaient pas fait depuis longtemps. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment essentiel que les gens réapprennent à faire des choses par eux-mêmes, on se remette à réapprendre comment les choses sont faites. Parce qu'un jour, peut-être qu'on n'aura plus l'énergie pour justement alimenter nos ordinateurs et que on sera retrouvé les bas ballants en mode comment on fait ça déjà. Donc vive les livres, vive les vive les autodidactes. Et voilà, on va rester sur cette note positive pour pas déprimer. Exactement, je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Écoute, on arrive à la fin de notre émission. Est-ce que, avant de conclure, avant de passer à la conclusion, tu as des petites choses à ajouter, un petit mot de la fin à partager? Un petit retour sur cette expérience que tu viens de vivre de podcast. Je pensais que j'allais pas beaucoup parler. En fait, je me suis rendu compte que ça allait finalement. Oui, et c'est marrant parce qu'au début, j'ai l'impression que mon déroulé avançait vachement vite et que l'émission allait être plus courte que prévu. Et finalement, on en revient au fait que j'ai eu tellement de questions qui me sont venues au fur et à mesure que j'ai pas fait le compte. Je compterai peut-être pendant le montage de combien de questions spontanées et combien de questions écrites quelle est la répartition. Mais oui, finalement, ça a duré plus longtemps qu'il y a eu plus de contenu que prévu, mais c'est vachement intéressant. Puis, comme je disais juste avant, effectivement, le contenu, la thématique se porte vachement bien. Il y a plein de trucs sur lesquels rebondir, plein d'aspects et tout dont on peut parler liés à cette thématique-là. Voilà. Et écoute, si c'est bon pour toi, on peut passer
passer à la conclusion. Voilà. Ouais. Sur ce, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de ce 8e épisode de Retour d'XP. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous continuerez d'apprécier les suivants. Merci beaucoup à toi, Gaëlle, d'être venu. Voilà, Merci très à cool toi de nous avoir accueillis dans ces locaux. Oui, donc voilà, je l'ai pas précisé au début, mais on est encore dans la salle rédac, le même endroit où on a enregistré l'épisode sur la scolarité avec Jessie, voilà, qui est sorti récemment au moment où nous enregistrons cet épisode. Voilà, sur ce, quant à nous, chers auditrices, chers auditeurs, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, accompagné d'un nouvel invité sur une nouvelle thématique. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente journée, nuit ou soirée, quelle que soit l'heure ou l'endroit d'où vous nous écoutez. Et on se dit à la prochaine. Ciao!